Je me présente, je suis Colette Aubry, je suis psychologue dans le service de néphrologie et dialyse de l'hôpital Tenon à Paris, dans le 20e arrondissement. Et voilà, je rencontre des patients et des familles depuis à peu près une vingtaine d'années que je suis dans ce service. Et je tiens à remercier les associations Inforin Santé, Rénalou, Patiente Impatiente de m'avoir invitée à cette présentation. Donc, le thème de cette présentation concerne les dimensions psychologiques de la maladie rénale et je vais tenter au mieux d'éclairer ce vaste sujet. Tout d'abord, il me semble important de rappeler que notre appareil psychique, c'est-à-dire notre appareil à penser, se construit dès l'enfance et est en constante évolution jusqu'à l'âge adulte, hein. Il se construit grâce aux relations que nous entretenons avec notre entourage et notamment nos parents, les éducateurs, les frères, les sœurs, la famille proche en général. Bien sûr, les rencontres ultérieures que nous vivrons vont minimiser ou renforcer certaines représentations et certaines façons de réagir. C'est bien pour cela que face à une même situation, il y a plusieurs façons de réagir, notamment en ce qui nous concerne face à l'annonce d'une maladie, qu'elle soit aiguë ou chronique. Donc, ce que je pense important de dire, c'est que la subjectivité est une dimension essentielle en psychologie. Le vécu d'un individu est unique et on ne peut pas le remettre en question. Donc, dans ce contexte, souvent, le vécu de l'annonce d'une maladie rénale va dépendre du degré de l'atteinte rénale. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est que plus l'atteinte est sévère et nécessite un traitement lourd, plus le choc psychologique est fort. Bien que cela, voilà, je voudrais nuancer parce que cela n'est pas toujours vrai et je souhaite raconter voilà, l'histoire d'un jeune patient avec un syndrome néphrotique stable qui était peu évolué et qui m'avait été adressé par son néphrologue car il était très angoissé. Lorsque je l'ai vu en entretien, ce jeune patient évoque une éventuelle mise en dialyse qui l'angoisse énormément. Il avait été se renseigner sur internet et il avait vu voilà, une possibilité de mise en dialyse. Donc moi, avec son accord, je me suis entretenue avec son néphrologue et le néphrologue était extrêmement rassurant. Il n'y avait aucun risque à ce stade. Les entretiens psychologiques ont permis pour ce jeune patient d'identifier voilà, son angoisse, sa peur, et finalement, on a pu arriver à voir que cette peur était la crainte de la perte de ses capacités. Et surtout, après, c'est comme ça que le psychisme fonctionne, par chaîne associative au niveau émotionnel, il avait renoué avec un vieux souvenir toujours actif qui était l'accompagnement de son chien qu'il avait beaucoup aimé dans son enfance, lorsqu'il avait 9 ans, je crois, qui était tombé malade et qu'il avait accompagné jusqu'à la mort puisque ce chien avait été piqué par le vétérinaire. Et donc, finalement, cette compréhension de lui-même lui a permis un mieux-être par diminution de l'angoisse. Donc, voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en psychologie, rien n'est univoque. Toutes les réactions sont possibles avec des intensités différentes. Il y a des individus dont la représentation d'eux-mêmes et du monde va rester inchangée après un choc émotionnel et d'autres chez qui ces représentations sont bouleversées et vont demander un réaménagement psychique. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les différentes dimensions psychologiques et émotionnelles de la maladie rénale vont se référer, voilà, vraiment, si je fais voilà, des gros titres, à l'annonce de la maladie, les familles et l'entourage, la chronicité. On va aussi essayer de voir l'accès aux psychologues, la relation au corps et la perception du temps. Donc, l'annonce de la maladie ou du traitement peut impacter la représentation de soi et la relation à soi, à soi-même, avec l'émergence d'une angoisse ou d'éléments dépressifs.
Donc, une période particulièrement difficile chez l'individu angoissé est la crainte ou l'attente de la mise en dialyse lorsque celle-ci doit advenir. Donc, l'angoisse est une émotion qui est dirigée vers le futur. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le futur, personne ne le connaît vraiment. On peut imaginer, on peut, voilà, craindre des choses, mais on ne peut pas savoir exactement ce qui va, advenir. Donc, l'impact sur la vie quotidienne, on ne peut pas savoir si l'impact sur la vie quotidienne va être supportable ou pas. Mais lorsqu'on est angoissé, on va anticiper le pire. Les personnes angoissées pensent toujours au pire, c'est une manière de se préparer, de se protéger. Voilà, on est toujours prêt. Par contre, c'est coûteux, en termes d'énergie. Donc, on peut imaginer que la vie ne sera plus vivable et ce faisant, on se perçoit comme incapable de faire face. Et notre cerveau va enregistrer ce mot comme incapable. C'est ce qui déprime et angoisse encore plus. Comme le jeune homme, voilà, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait vraiment cette angoisse de perte de ses capacités. Donc, l'important est de parvenir à identifier ce qui fait peur et de voir si en effet on est capable ou incapable d'y faire face. Donc, par exemple, j'ai eu une patiente qui, à l'annonce de sa mise en dialyse, a eu d'emblée l'idée qu'elle ne pourrait plus aller chercher ses petits-enfants à l'école. Or, en prenant le temps de la réflexion, une fois le choc de l'annonce passé, elle a pu se rassurer et voir comment elle pourrait aller, voilà, elle pourrait s'organiser. Un autre exemple est une patiente que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, et qui avait, voilà, que j'ai vue après sa consultation d'information, sur les traitements de dialyse, qui est vraiment une épreuve parce que, cette consultation annonce une vie dont la personne ne veut pas. Donc lorsque je l'ai vue, c'est exactement ce qui s'est passé pour cette patiente. Elle est sortie de cette consultation assez, déprimée. Et c'est vrai que le rôle du psychologue, c'est vraiment d'accompagner la personne là où elle en est, elle, à ce moment-là. Donc mon accompagnement psychologique pour cette, jeune femme a été d'entendre son refus, voilà, de ce traitement et de lui rappeler, de voir avec elle ce que lui avait dit le médecin, mais peut-être de le formuler différemment, et de lui dire que son corps, de toute façon, se manifesterait et qu'il saurait quand elle devrait être dialysée. Et le fait de prendre le temps d'écouter la personne, verbaliser et mettre en forme sa pensée, les entretiens psychologiques, c'est ça, c'est aussi mettre en forme sa pensée. Voilà, les peurs et les angoisses peuvent diminuer parce que la verbalisation, c'est comme mettre dans un sac et c'est un anxiolytique, un antidépresseur extrêmement puissant. Lorsque je l'ai revue, elle devait être dialysée et elle a pu me dire ce qui l'avait aidée, c'était d'anticiper justement ce qui allait se passer et de savoir que son corps ne pourrait plus avancer, elle ne pouvait plus avancer, mettre un pied devant l'autre. Et voilà, ça l'a énormément aidée. Donc, le psychologue aide vraiment à réfléchir sur soi, à se comprendre et à mieux s'accepter. Donc, les patients souffrant de maladies rénales le savent mieux que quiconque. La maladie instaure une incertitude quant à l'avenir. Bien sûr, en raison de l'évolution, mais surtout en raison de la possibilité de ce traitement extrêmement lourd qui prend beaucoup de temps. C'est ce qui faisait que cette patiente refusait la dialyse. La crainte que sa vie ne change trop pour elle et qu'elle ne puisse le supporter. Et en fait, je suis toujours étonnée de voir finalement que les personnes ont beaucoup plus de ressources et de capacités que ce qu'elles imaginent dans les moments de, voilà, de crise. Donc, l'annonce de la maladie chronique et la mise en dialyse représentent une séparation d'avec la vie d'avant et notre psychisme et notre cerveau, consciemment ou non, va réactualiser un vécu de séparation, parce que c'est bien une séparation d'avec la vie d'avant. Si la séparation est associée à un vécu traumatique et un vécu d'abandon, il y a de fortes chances pour que l'annonce de la maladie ou de la dialyse soit vécue de la sorte. C'est pour cela qu'en psychologie, on dit que tout est lié, c'est-à-dire que les émotions vécues ne sont jamais oubliées, mais elles sont reliées par une chaîne associative qui fait parfois qu'un petit événement peut déclencher une grande réaction. La maladie
Et la dialyse représente donc des chocs émotionnels pour le sujet et pour son entourage. Et parfois même, l'entourage va être plus impacté que le sujet lui-même. C'est pour ça que je voudrais aborder la famille et l'entourage. Donc, en tant que psychologue, nous sommes bien évidemment présents pour l'entourage et surtout pour le sensibilité sur son rôle parfois crucial de soutien, mais aussi voilà, de vigile, car parfois, c'est lui qui va remarquer avant le patient lui-même que psychiquement ou somatiquement, quelque chose ne va pas. C'est pour cela que la relation voilà, avec les familles hein, est très importante voilà, pour le psychologue, mais aussi pour les soignants, les médecins, c'est très important. Mais il faut aussi que le patient soit d'accord et informé de ce lien-là. Nous avons pu faire dans le service des groupes d'échange pour les familles qui ont été très importants et pour les familles et pour les soignants et même pour les sujets, enfin les patients eux-mêmes. Donc voilà, un autre domaine, qui est important voilà, dans la maladie rénale chronique, justement, c'est, la chronicité. Et lors de la préparation de cette réunion, voilà, madame Béatrice Embark a dit quelque chose de très juste et de très important. Elle a évoqué que la maladie chronique dure toute la vie. C'est un bouleversement auquel on n'est pas préparé. C'est vrai qu'intégrer psychiquement que la maladie est et sera là pour toujours est très difficile. Cela instaure un sentiment d'insécurité et notre rôle à nous, les psychologues, est d'aider la personne à retrouver un sentiment de sécurité et de continuité. C'est pour cela qu'il est très important de donner du sens à ce qui arrive. C'est comme ça qu'on peut retrouver un sentiment d'intégrité et de sécurité quand on donne du sens. Il faut trouver des raisons qui correspondent aux angoisses. Le psychisme, pour accepter quelque chose, il a besoin que cela soit sensé, que cela soit cohérent. Encore une fois, quand on comprend ce qui se passe, on l'accepte mieux. Voilà, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Et c'est vrai que ça, c'est vrai dans beaucoup de domaines. Accepter quelque chose sans comprendre demande un travail psychique considérable. Ensuite, concernant l'accès au psychologue, ce dernier est disponible dans tous les services de néphrologie où il y en a un pour le patient comme pour la famille, ce d'autant qu'un parcours maladie rénale chronique stade 4 et 5 vient d'être mis en place dans beaucoup de services de néphrologie et un psychologue est souvent associé à ce parcours et notamment c'est le cas chez nous à Tenon. S'il n'y a pas de psychologue dans les services de néphrologie, il faut savoir que le soin psychique est sectorisé et vont dépendre du lieu d'habitation. Donc, il faut trouver, voilà, quand on ne se sent pas bien psychologiquement, il faut pouvoir trouver, se référer à un centre médico-psychologique hein, où les consultations sont prises en charge par la sécurité sociale. Ensuite, il y a tous les intervenants du soin psychique privé et là, il faut vraiment regarder, croiser parfois les données pour trouver la personne qui nous correspond le mieux. Il ne faut pas hésiter à essayer voilà, plusieurs psychiatres, psychologues. Ensuite, en cas de crise, c'est important, il y a le centre dans toutes les grandes villes, le centre psychiatrique d'orientation et d'accueil qui permet après d'orienter les personnes vers des structures. Donc, c'est le CPOA et sur Paris, il est à Sainte-Anne, il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, j'ai parlé à plusieurs reprises du somatique et je voudrais revenir sur une dimension psychologique liée à la maladie rénale qui est la dimension corporelle et donc la relation au corps et le vécu corporel. Il y a bien sûr la fistule qui peut être source d'inquiétude, de questionnement et de honte et plus insidieusement, il y a la représentation psychique du corps malade. Le schéma corporel se construit dès l'enfance en lien avec les sensations, la motricité. Il est donc très, très important de conserver de l'affection pour ce corps. Ce corps qui, d'ailleurs, pour beaucoup de patients en insuffisance rénale terminale et dialysés,
va être amené à recevoir un greffon. Donc, l'accompagnement psychologique de la personne en attente de greffe se fait encore une fois là où la personne en est elle. Certains souhaitent se projeter dans la greffe, dans l'après-greffe, d'autres pas du tout. Donc, en tout cas, en tant que psychologue, la constante est d'essayer de sensibiliser la personne en attente de greffe, d'y penser, mais pas trop, parce que le plus difficile psychiquement est la déception, hein. Attendre le coup de fil et être déçu à chaque fois, c'est très dur et c'est voilà, c'est usant pour les individus. Donc la greffe, ce qu'on peut dire, reste un petit miracle qui est très attendu, presque en ces termes parfois par les personnes dialysées, et il faut pouvoir en parler. Cela nous amène à une dimension psychique de la maladie rénale qui est la perception du temps et la relation que l'individu établit avec cette notion, car le traitement est tellement lourd que le temps paraît compté et vraiment circulaire. Et si la personne, au plus profond d'elle-même, a le sentiment de perdre du temps lors du traitement par dialyse, cette idée est extrêmement dépressogène. Donc, le travail est de voir comment on peut voilà, arriver à voir les choses autrement. Donc, l'accompagnement psychologique s'inscrit en ces termes-là. Il faut laisser du temps à la personne pour voilà, arriver à une autre perception. Et je voudrais également évoquer un thème qui a été soulevé lors de la préparation de cette réunion, qui est la relation aux soignants et à l'équipe, qui souvent se passe bien, mais la chronicité peut faire que la personne va avoir des relations parfois très fréquentes et parfois très intimes avec son néphrologue et l'équipe. Lorsqu'elle est dialysée, il y a une proximité psychique qui fait qu'il y a aussi il y a une proximité physique qui fait qu'il y a une proximité psychique et souvent, quand on se connaît bien, on se permet, des choses qu'on ne se permettrait pas ailleurs. C'est un peu comme en famille, donc c'est important de pouvoir en parler et souvent dans la communication, il faut pouvoir utiliser le «je», plutôt que le «tu» ou le «vous», hein. Ça, c'est vrai pour les personnes dialysées comme pour les soignants. Ça va être utiliser le «je» en ces termes: «Bah, je suis déçu, j'ai eu très mal», donc ça, c'est important. Donc voilà un peu ce que je voulais transmettre sans exhaustivité sur, le travail du psychologue et sur les dimensions, voilà, psychologiques que représente un peu, la maladie, chronique, néphrologique. Voilà. Merci, de votre écoute et voilà, je laisse la parole aux intervenants. Merci beaucoup, Colette. Nous allons maintenant passer aux questions de nos auditeurs. Donc, je vais laisser la parole au public. Oui, alors bonjour. J'ai vécu l'annonce de la maladie chronique seule et je l'ai ressenti comme un tsunami. Est-ce que des choses ont été mises en place? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vigilance sur l'annonce de ce type de maladie grave? Je vous remercie. Alors, oui, enfin, moi, ce que je peux dire par rapport à ce qu'on vit sur l'hôpital Tenon, c'est que, oui, je pense qu'il y a une vigilance, même si, voilà, ça n'est jamais parfait, puisqu'il y a eu ce parcours, mis en place concernant, la maladie rénale chronique, au stade 4 et 5. Ça a eu du mal, à démarrer, il y a eu des ratés, mais c'est vrai que l'abord psychologique. Il y a dans ce parcours-là une infirmière dédiée à ce qu'on appelle vraiment, on va dire, qui fait un petit peu un diagnostic, hein, qui va recevoir la personne avec sa famille et qui peut ensuite orienter vers le psychologue, qui va orienter, voilà, le médecin aussi néphrologue peut orienter directement vers la psychologue et puis, selon effectivement la sensibilité du médecin, moi, qui suis là depuis très longtemps dans le service, je peux être amenée à être, sollicitée. Donc, voilà, je pense aussi que cette annonce, elle est, voilà, il y a des progrès. Voilà, merci. Merci de votre question. Alors, j'ai un témoignage d'un participant. Il y a peu de suivi psychologique en greffe et j'ai subi des paroles dures et difficiles à entendre lors d'échanges avec mon praticien. La greffe est encore un parcours difficile.
Euh, alors, oui, bah, c'est vrai que ce témoignage est toujours d'actualité, hein. C'est vrai que je pense qu'il y a un petit peu, comme je le disais dans la présentation, parfois un décalage entre ce que va annoncer le médecin, qui pour lui fait partie de son quotidien, et le vécu parfois des sujets où vraiment la vie est complètement bouleversée. Donc, oui, le parcours de greffe est un parcours très difficile. C'est vrai, vous avez absolument raison. Voilà. Merci de votre témoignage. Bonjour, alors une nouvelle question d'un participant. Existe-t-il des exercices rapides, simples, qui peuvent atténuer l'angoisse des échéances futures telles que la greffe ou la dialyse? Merci. Alors, merci de votre question. Donc, oui, alors moi, les exercices que je connais, c'est vraiment du pratico-pratique. Les exercices de relaxation qui vont solliciter le souffle sont extrêmement efficaces. Mais c'est vrai qu'il faut s'entraîner parce que voilà, le stress est une réaction automatique, hein, qu'on ne perd jamais, nous tous, nous sommes soumis au stress. Par contre, les réponses pour pouvoir gérer ce stress, elles peuvent être soit physiologiques, et donc grâce aux techniques de respiration, soit aux techniques de pensée, mais il faut vraiment travailler, puisque comme je le disais dans la présentation, le stress est aussi un questionnement lié au futur. Hein. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable? Donc, soit on va au bout de ce questionnement et on essaye de voir si on est capable, soit on essaye de travailler sur les techniques respiratoires qui sont très efficaces dans les gestions du stress. Voilà, parce que quand on est stressé, le système nerveux sympathique se met en marche avec l'augmentation des battements cardiaques, voilà, la respiration qui s'accélère. Et lorsqu'on se concentre sur la respiration, automatiquement, on va solliciter notre système nerveux parasympathique qui vient contrer voilà, ce système nerveux sympathique qui est sollicité et qui maintient une tension intérieure. Donc voilà ce que je peux conseiller, mais ça n'est pas, voilà, ça n'est pas magique, et parfois pour certaines personnes, ça n'est pas adapté. Il faut tester. Voilà, merci de votre question. Merci Colette. À présent, un témoignage d'un participant. Donc, vous pouvez, même si ce n'est pas une question, hein, y répondre. Donc, on a tendance à croire qu'après la greffe, on est soulagé. Je souhaite revenir sur l'accompagnement de l'annonce. Atteinte à 20 ans d'une maladie auto-immune, je l'ai appris de façon traumatisante. On a parfois des professionnels de santé aseptisés et on ne se sent pas apte à accepter de telles informations. Peu importe l'état rénal, on sait la finalité, la perte des reins et la dialyse. C'est très difficile à gérer, mais grâce à l'ETP, donc l'éducation thérapeutique, j'ai été très protégée. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques éléments de réponse? Oui, alors ça, en tout cas, c'est vrai que ce que vous dites est très important, parce que c'est quand même aussi grâce aux patients voilà, que les prises en charge évoluent, grâce au vécu. Et c'est vrai que l'ETP a vraiment changé la prise en charge des patients. C'est un peu aussi remettre le patient un peu voilà, au même niveau que les soignants. Voilà, le patient a une expérience qui lui est propre. Et l'éducation thérapeutique, voilà, ça permet déjà de pouvoir s'exprimer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, quand on comprend, on accepte mieux. Et les groupes, que ce soit, enfin voilà, l'éducation thérapeutique, que ce soit en groupe ou en individuel, ça a vraiment cette vertu, pouvoir comprendre ce qui arrive et mieux l'accepter. Donc c'est vrai que voilà, moi je peux parler de ce que j'ai vu ici sur Tenon. Il y a eu des groupes, voilà, ça a été plutôt collectif, des groupes qui ont été mis en place et qui ont permis aussi d'échanger entre les personnes, qui ont permis aussi aux soignants de s'impliquer. Donc oui, ça c'est très important. Et l'ETP finalement
a débouché aussi maintenant sur ce parcours maladie rénale chronique, stade 4 et 5, en tout cas dans la maladie rénale. Voilà ce que je peux rajouter à votre témoignage. Merci. Merci à vous, Colette. J'ai une question d'un participant. Quelles seraient les recommandations pour préparer nos enfants qui ont malheureusement hérité de la polykystose rénale? Alors, c'est vrai que c'est très compliqué parce que ce sont des maladies, héréditaires et peut-être comme le disait une patiente, voilà l'exemple ou ce qu'on montre, à nos enfants va être très important et c'est vrai que cette patiente, rapportait le fait qu'elle avait vu sa mère malade, pour qui c'était très difficile et qui se plaignait, voilà et souvent, les enfants, même s'ils ne sont pas, responsables, ils vont, voilà, ils vont se sentir un peu les dépositaires de ce mal-être. Ils vont tout faire parfois pour que leurs parents aillent mieux, donc ils peuvent se démener et cette, patiente avait, rapporté un témoignage très touchant où elle disait qu'elle ne voulait surtout pas, que ses enfants vivent ce qu'elle-même avait vécu et elle voulait absolument leur montrer qu'elle-même, elle était capable de faire face et quand elle en parlait, on sentait que ça la portait et que c'était voilà, un but en soi de leur montrer que finalement la vie, valait la peine d'être vécue malgré la dialyse, malgré la greffe et que voilà et c'est vrai que ça permet de déculpabiliser, comme ça, les proches, hein, qui sont toujours happés par, la détresse de voilà, de leurs parents. Donc c'est un témoignage, très touchant et très, très, porteur, et source, d'espoir. Voilà, mais c'est toujours très subjectif et ça appartient à la personne, hein. On fait aussi comme on peut. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup Colette pour cette réponse. On a un nouveau témoignage d'une personne qui avait d'une auditrice, pardon. Donc, je suis greffé depuis 25 ans. J'entends aujourd'hui plein d'éléments positifs sur ce qui se fait dans les centres, mais on est souvent pris en charge par un néphrologue de ville. On est déjà surpris par la dialyse qui arrive vite. On se retrouve du jour au lendemain dialysé sans être préparé. Auprès des associations insuffisants rénaux, on a de l'information, ainsi qu'auprès des personnes qui ont déjà connu cette expérience. Avoir de plus en plus d'informations, ça par contre, c'est une aide pour faire face. Merci Mmh. d'avance. Ben, oui, merci de ce témoignage. C'est vrai que, voilà, je parlais tout à l'heure de l'éducation thérapeutique et du parcours maladie, rénale stade 4 et 5, mais c'est vrai que ça se fait dans les hôpitaux dans les hôpitaux ou dans certaines, structures. Quand on est suivi par un néphrologue de ville, c'est vrai que ça peut être compliqué d'accéder à ces prises en charge, et c'est vrai que c'est pour ça que les associations, de patients ou certaines autres associations sont très importantes pour échanger, hein, puisque je vous disais tout à l'heure que voilà, vraiment le groupe, permet voilà, d'échanger, d'avoir des expériences, différentes et c'est vrai que ça, c'est important, les associations peuvent prendre le relais, hein. Voilà, je crois que c'est capital. Merci de votre témoignage. Merci à vous, Colette. Alors, la prochaine intervention, c'est une question. Donc, faut-il verbaliser les angoisses sur papier pour se rendre compte de leur nombre, de leur intensité, pardon, et mettre en place des mécanismes pour les réduire? Heu, alors oui, oui, on peut, hein, bien sûr, l'écriture, tous les médias, que ce soit l'écriture, le dessin, ça permet un peu ce que je disais tout à l'heure, ça permet de mettre en forme, les émotions ou, les pensées. Donc, ça voilà, ça les ancre dans le réel et ça permet de prendre de la distance. Donc oui, l'écriture, c'est très important et d'ailleurs, c'est le principe un peu du journal intime, hein, qui permet vraiment de se délester, des émotions et de ce qui parfois paraît incompréhensible. C'est un peu comme si on se parlait à soi-même, et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà vraiment, la parole, c'est vraiment un anxiolytique puissant, un anxiolytique, un antidépresseur puissant et donc là, c'est l'écriture, mais oui, c'est très important quand on voilà, quand on est,
quand on est voilà, que ça nous, voilà, que c'est important pour nous de l'écrire et qu'on peut le faire. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Colette. J'ai à présent un témoignage. J'ai été une petite fille de 10 ans avec une maman opérée d'un rein pour une polykystose rénale. Cette aventure m'a pourri la vie car maman était très malade. C'était en 1965. À 25 ans, j'ai su que j'étais atteinte de cette maladie et que je devais rentrer en dialyse. Aujourd'hui, mon fils a 33 ans et ma sœur 50 et sont aussi atteints. Depuis ce jour-là, j'ai décidé que je vivrais bien cette épreuve, ma dialyse et après la greffe, pour que eux puissent se dire qu'il est possible de vivre bien, même avec ça. Ça m'a donné énormément de force. Je ne voulais pas que mon fils ait cette image d'une maman anéantie et malgré cette volonté de faire les choses, il voyait bien qu'en dialyse péritonéale, je n'étais pas du tout au mieux de ma forme. Pour nos enfants, essayer de vivre cela au mieux, le plus positivement possible, pour leur dire, voilà, c'est possible de vivre bien avec ça. Ce n'est pas parfait, mais c'est possible. Oui, merci pour ce témoignage et c'est un petit peu ce que on disait tout à l'heure, c'est que c'est vrai que la maladie chronique et notamment la maladie familiale, il y a une manière de vivre et quand on est enfant, on va se laisser pénétrer par l'humeur des parents. Donc, si les parents le vivent mal, voilà, c'est très compliqué. Et finalement, cette personne a décidé, alors peut-être que ça l'a forgée aussi, voilà, quand elle était enfant, mais elle a voulu se démarquer de ce modèle maternel et voilà, elle a souhaité, elle a décidé de vivre bien. Donc c'est vrai que finalement, elle parle surtout de sa motivation. Et donc ça, c'est important quand on est motivé et qu'on a un but. Là, voilà, elle parle de ses enfants. Donc ça, c'est très, c'est vrai que c'est un moteur parce qu'on se projette, voilà, c'est une maman qui voulait se démarquer du modèle maternel puisqu'elle en avait souffert. Donc, c'est, voilà, tout est possible, hein, c'est ce que je disais dans la présentation, l'individu est unique et bon, c'est à respecter. Merci pour ce beau témoignage. Merci beaucoup, Colette, pour cette intervention. Une nouvelle question d'un auditeur. Donc, j'ai une question sur le parcours de soins de l'hôpital Tenon. Que prend-il en considération? Comme tous les aspects de la vie sont impactés, professionnellement et socialement, est-ce que, par exemple, la dégradation de la situation professionnelle est accompagnée? Sommes-nous orientés vers des services et personnes compétentes et utiles? Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que sur l'hôpital Tenon, bon, le service est une grosse structure. Donc, oui, il y a un accompagnement, alors professionnel, peut-être pas, mais en tout cas, nous avons des assistantes sociales qui peuvent mettre en place toutes les démarches, si besoin, pour voir comment la personne voilà, peut s'organiser dans les débuts, est-ce qu'il faut le dire voilà, à l'employeur? Est-ce qu'il faut des certificats? Donc, voilà, pouvoir en parler avec d'autres patients ou avec la psychologue ou avec le médecin, ça c'est important. Mais oui, l'assistante sociale est très souvent sollicitée dans ce contexte-là, si il faut être voilà, mis soit en mi-temps thérapeutique, que ce soit l'assistante sociale ou le médecin. Donc vraiment, oui, les certificats sont faits et la personne est accompagnée. Mais c'est vrai que je sais que ça n'est pas partout, hein, et que des fois c'est compliqué d'avoir les bonnes informations. Voilà. Merci pour cette question. Merci à vous, Colette. Et du coup, j'en profite parce que je vois qu'il y a effectivement dans le chat une autre question qui vient un petit peu, qui est un petit peu sur le même thème, à savoir, mon médecin généraliste me déconseille de dire à mon employeur que je suis en IRC. Qu'en pensez-vous? Merci d'avance pour votre réponse. Alors, c'est vrai que là, je n'aurai pas de réponse parce que c'est vraiment très, très personnel, c'est très subjectif et ça dépend de ce que la personne, enfin l'employé,
voilà, quelle est la relation qu'il a avec son employeur. Donc vraiment, chaque cas est particulier. Après, ce que l'on, enfin, en tout cas moi, ce que je dis aux personnes en face de moi dans ce contexte-là, c'est que la maladie est vraiment, ça lui appartient. On n'est pas obligé d'en parler d'ailleurs, ni à son employeur, ni à qui que ce soit d'autre, hein, que ce soit la famille ou les amis. C'est vraiment très subjectif, donc il faut vraiment le sentir. Il y a des cas peut-être où on peut le dire, et il y en a d'autres peut-être voilà, où ça peut être préjudiciable de le verbaliser à l'employeur. Donc vraiment, il faut avancer à tâtons. Donc là, pour le coup, je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas de réponse univoque. Voilà, merci. Merci beaucoup, Colette, pour cette nouvelle réponse. On a une nouvelle question, effectivement, sur l'aspect psychologique. Alors, pour un suivi psychologique en lien avec la maladie rénale, faut-il privilégier un psychologue clinicien? Merci par avance pour votre réponse. Alors, oui, on peut privilégier un psychologue clinicien, mais clinicien, normalement, tous les psychologues le sont, en tout cas pour la prise en charge d'une pathologie ou même d'un mal-être psychologique, puisqu'il y a, après, il y a les psychologues du travail, il y a les neuropsychologues. Donc, les psychologues cliniciens, ce sont vraiment toutes les personnes qui vont voilà, être auprès et prendre en charge grâce à l'entretien clinique, le sujet. Ensuite, ce que je pourrais peut-être apporter comme précision, c'est que la relation à un psychologue ou un psychiatre d'ailleurs, ou n'importe quel professionnel de la santé psychique, c'est quand même d'abord et avant tout de la relation humaine. Donc, voilà, il faut pas hésiter à essayer un psychologue ou un psychiatre ou quelqu'un qu'on nous a conseillé, ou chercher tout seul, hein, même parfois les pages jaunes peuvent être un bon, voilà, un bon support pour trouver un bon psychologue. Donc c'est d'abord de la relation humaine, il faut vraiment qu'il y ait une bonne alliance, hein, puisque c'est vraiment le marqueur de l'efficacité d'une thérapie, toute orientation confondue, c'est vraiment l'alliance thérapeutique. On peut aller voir un psychanalyste, on peut aller voir un psychologue orienté cognitivo-comportementalisme, voilà, quelqu'un qui va faire plutôt de l'intégratif. Voilà, il y a différentes orientations, mais ce qui est vraiment le marqueur de l'efficacité, c'est l'alliance thérapeutique. C'est vraiment comment on se sent avec le psy en face. Donc, il ne faut pas hésiter à changer si besoin. Mais voilà, il faut essayer. Oui, tous les psychologues sont, voilà, dans cette prise en charge, sont plutôt cliniciens. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup, Colette. Merci. Alors, j'ai un nouveau témoignage. Pour revenir à ce qui a été dit sur la difficulté de l'étape de l'annonce, pour avoir vécu les trois, c'est une difficulté personnelle. On n'est pas que des malades ou un salarié ou un membre de la famille avec un rôle. À aucun endroit, l'ensemble n'est pris en compte. À aucun endroit, on ne nous prend dans notre ensemble avec tous ces éléments-là. Chez le médecin, on nous dit que votre rein va bien, mais quid de l'invalidité, du mi-temps thérapeutique, de la MDPH? J'ai proposé de témoigner de mon expérience et on ne m'a pas entendu. On a besoin de témoignages, d'entendre l'expérience de nos pairs. Je viens dans les visios associatives, dans le groupe pour cela. C'est ce côté morcelé qui nous atteint, devoir gérer tout ceci de façon parcellaire. Ce tout, on ne le retrouve nulle part. Les difficultés de greffe, les informations non connues. Il manque un espace global d'échange. Il manque un accès à d'autres patients qui vivent la même chose que nous. Bien, merci pour ce témoignage. Et c'est vrai que voilà, enfin, le vécu morcelé est très, très fort et très parlant. C'est vrai que votre témoignage
Oui, je pense qu'il parle à beaucoup de patients. Ensuite, je pense, ce qui est dit souvent, c'est que c'est peut-être le rôle aussi des associations de pouvoir fédérer et peut-être centraliser tous ces aspects, puisque dans les associations, voilà, il y a des vécus, toujours ce vécu unique, et souvent, voilà, le partage, comme vous disiez, entre pairs est très important. Donc, oui, c'est peut-être le rôle des associations de centraliser un peu tout ça, et le vécu médical, et le vécu euh, émotionnel, et les conseils ou les astuces voilà, pour s'organiser, pour pouvoir avancer. Donc vraiment, les rôles des associations sont très importants et font vraiment avancer aussi le côté médical, hein. Donc je crois que c'est le rôle des associations peut-être où on peut trouver ce condensé. Voilà, merci. Merci à vous, Colette. Et donc, on a une dernière intervention d'une personne. Donc, allons-y. Donneuse vivante, j'ai donné un rein à ma sœur. Je m'entends très bien avec elle et nous sommes très proches. Depuis le Covid et le confinement, ma sœur ne veut plus ou ne peut plus me parler de sa maladie, ni à moi ni aux autres membres de ma famille. Je ne sais pas pourquoi elle réagit comme ça. Elle n'a pas envie d'en parler et je ne les comprends pas. Mm. Alors c'est vrai que là, il y a, en tout cas dans ce témoignage, c'est vrai qu'il y a l'aspect du Covid qui a, enfin cette maladie a révélé, voilà, en tout cas, a entraîné, comment je dirais, a révélé beaucoup de failles chez les sujets qui peuvent être vulnérables. Et tout à l'heure, dans la présentation, j'ai dit qu'au niveau émotionnel, le sujet n'oubliait rien. Donc, c'est vrai que la greffe est un moment émotionnel, surtout la greffe intrafamiliale est un moment émotionnel très, très fort. Et voilà, en tout cas, il y a peut-être des choses, et voilà, un moment très, très fort, mais peut-être aussi une grande vulnérabilité, hein. C'est un moment bouleversant, et peut-être que ce Covid, en tout cas cette période-là, réactive un moment extrêmement difficile voilà, pour la receveuse. Et voilà, vraiment, ce virus-là et ce qu'il entraîne d'angoisse voilà, de séparation, de mort, voilà, est vraiment majeur et peut réactiver voilà, une manière de réagir et des failles compensées parfois cicatrisées au niveau émotionnel, au niveau psychologique, et finalement qui ressurgissent. Donc, oui, je crois que c'est très compliqué, et c'est vrai que dans ces cas-là, si la personne refuse, voilà, on ne peut pas la forcer. Et c'est vrai que même si c'est quelqu'un qu'on aime fort, fort, fort et à qui on a donné son rein, voilà, c'est vrai qu'il faut accepter en tout cas sa temporalité à elle et cette réactivation. Donc, bon, le seul conseil peut-être, c'est de pouvoir ne pas lâcher et pouvoir solliciter et dire en tout cas voilà, que vous en souffrez. Ça, c'est important de verbaliser. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu rebondir un peu sur ce témoignage très fort, mais voilà, c'est ce que je peux dire. Si, merci beaucoup Colette, hein. Merci, d'avoir, d'avoir accepté déjà de nous avoir, fait cette intervention, sur un sujet qui est quand même extrêmement, délicat et qui touche énormément de personnes. Donc voilà, donc moi je tenais aussi à vous remercier, et je laisse, Séverine et Antoine peut-être, faire de même. Oui, non, bah, un grand merci à vous, Colette. C'était très intéressant de faire ça avec vous et de préparer tout ça avec vous. Et je tenais aussi, parce qu'il est pas là aujourd'hui, dire merci à Christian Baudelot, qui était un peu à l'initiative de cette rencontre. Donc, Christian Baudelot, vice-président de Renalou. Et voilà, donc, vu qu'il est absent aujourd'hui, un petit mot pour lui. Et voilà, encore merci à vous, en tout cas. Oui, effectivement, un grand merci pour votre participation, la préparation, etc. C'est vrai que ça a demandé du travail, mais c'est vrai que pour les personnes qui ont participé à cette visio et les personnes qui pourront accéder au replay, c'était vraiment un travail
voilà, important en amont et je pense que ça va vraiment intéresser toutes les personnes qui écouteront votre intervention et les questions et témoignages des différents participants. Donc, un grand merci. Et puis, moi, j'en profite effectivement, n'étant pas membre d'une association, pour remercier une nouvelle fois Rénalou, Info Santé et puis Patiente Impatiente, parce que c'est vrai que c'est vraiment un apport très important pour les malades que d'avoir ces associations qui nous permettent d'avoir ce genre de témoignages et des experts comme vous pour venir nous renseigner sur des thèmes tels que l'aspect psychologique de cette maladie. Donc, encore un grand merci. Oui, ben, moi aussi, en tout cas, je renouvelle voilà, mes remerciements. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous tous. Et puis, voilà, c'est toujours important pour moi aussi, et je pense pour voilà, la profession, de pouvoir échanger, parce qu'on apprend aussi beaucoup ben voilà, de nos patients. Et c'est vrai que c'est très riche. Et voilà, en tout cas, voilà, merci beaucoup pour ce partage. Au revoir.